manipulation, au mensonge, les images de l'exécution du couple Ceausescu seraient une mise en scène. C'est un laboratoire français spécialiste de la criminalité qui l'affirme. Hôpitaux, écoles, SNCF ou EDF, à la veille du mouvement de grève des fonctionnaires, nous ferons le point sur les secteurs les plus touchés. L'Europe politique et les rapports avec l'Europe de l'Est, dossiers essentiels du 55e sommet franco-allemand. À 19h30, nous serons en direct de l'Elysée. Enfin, le plus jeune écrivain de France à 11 ans, Julie est la lauréate du concours Plume en herbe, choisie parmi 30 000 candidats. Elle est l'invitée du 19-20. Bonsoir, restez avec nous. Nous devrions diffuser à 19h55 précisément des images en direct de l'espace, en direct de la navette Discovery où les 5 astronautes vont tenter de mettre en orbite le télescope géant Hubble. Daniel Durandé suit pour nous ce qui se passe là-haut. Nous le retrouverons à 19h55. Auparavant, l'actualité sur Terre, plus grave, plus dense, le feuilleton roumain que tous les médias occidentaux vous proposent doit sans doute vous irriter. Mais l'honnêteté nous oblige ce soir à revenir sur la nature des images qui ont été abondamment diffusées ces derniers jours. Nous nous interrogions dès lundi sur l'origine de ces images et nous avions décidé d'être à l'avenir plus vigilants. Eh bien, l'information donnée par un laboratoire de Bordeaux va nous aider à l'être. Le film sur l'exécution du couple Ceausescu serait une mise en scène. L'ancien dictateur et sa femme ont bien été exécutés, mais dans des conditions qui ne correspondent pas à la vidéo diffusée, Élise. Le CARM, c'est le nom de ce laboratoire privé spécialisé en criminalité. Sa précision et sa compétence sont reconnues depuis 4 ans par les tribunaux français. Ce soir, son directeur affirme que le couple Ceausescu n'a pas été fusillé, mais exécuté d'une ou plusieurs balles dans la tempe. Les images de la fusillade ne seraient alors qu'un simulacre. Tout de suite, le point sur cette thèse, Anne Gouraud. Première anomalie, la prétendue fusillade vient juste d'éclater, prenant de court le caméraman qui arrive trop tard. Les Ceausescu sont à terre, sur le mur, des impacts de balles sensiblement trop bas. Logiquement, les époux Ceausescu auraient dû être atteints aux jambes. Deuxième indice, le médecin légiste retourne le corps d'Elena, un corps beaucoup trop rigide. La mort remonte en fait à quelques heures. Entre-temps, le sang s'est arrêté de couler. Troisième élément étayant la thèse de la mise en scène, les hématomes sur la tempe des époux Ceausescu et les traces de sang sur leurs vêtements. Ce sont les premières images fournies par la télévision roumaine. Sur le dernier document, les nouveaux vêtements troués de balles ne sont pas ensanglantés. Conclusion, Nicolae et Elena Ceausescu étaient déjà morts avant cette deuxième fusillade fictive, tués d'une balle dans la tempe. Et cette information survient au moment même où les relations entre le nouveau pouvoir roumain et son opposition se dégradent. Pour le 3e jour consécutif, le centre de Bucarest a été investi aujourd'hui par des manifestants. Ils étaient près de 10 000 hier soir et ce soir, la situation est encore critique pour Ion Iliescu qui demande à la police de se faire très discrète. Marc Mémon. Sur ces images de la télévision roumaine, le centre de Bucarest, qui est pour le 4e jour consécutif paralysé par quelques milliers de manifestants. Ils réclament toujours la démission du gouvernement qu'ils accusent de communisme. Changement de cap du pouvoir, aujourd'hui, les dirigeants roumains ne disent plus que ceux qui manifestent sont des voyous, des hooligans. Ils reconnaissent que ces manifestations rassemblent de nombreux jeunes dont ils comprennent les aspirations. Mais pour les responsables au pouvoir en Roumanie, ces jeunes sont manipulés par des forces hostiles au Front de Salut National dans la perspective des élections du 20 mai. Les organisateurs des rassemblements de Bucarest affirment de leur côté n'appartenir à aucun groupe politique. Des manifestations hostiles au gouvernement se dérouleraient également dans d'autres villes du pays. Ce flottement et ces incertitudes en Europe suscitent dans de nombreux pays la tentation de se replier sur eux-mêmes. Eh bien, c'est contre cette tentation que François Mitterrand tente de lutter en plaidant pour l'union politique européenne. Helmut Kohl, qui vient d'arriver à Paris cet après-midi, semble être sur la même longueur d'onde. Je dis semble entre des guillemets pour être prudent, mais Mona Interman. Oui, en tout cas, une chose paraît sûre, c'est que la scène de ménage franco-allemande semble s'apaiser. Il faut voir avec quelle insistance le porte-parole de l'Élysée nous dit les entretiens ont été chaleureux, tout va très bien. En tout cas, sur un point au moins, Paris et Bonn sont d'accord, la priorité, c'est l'accélération de la construction politique européenne. Et tout à l'heure, le chancelier Kohl a eu cette phrase devant le président Mitterrand, l'unité allemande et l'unité européenne sont les deux faces d'une même médaille. Bien entendu, le chancelier Kohl, comme par hasard, a
a annoncé hier l'unité monétaire avec l'autre Allemagne. Mais en même temps, il tente de donner toutes sortes de garanties pour montrer qu'il est vraiment engagé dans l'Europe. Il veut manifestement éviter les malentendus d'il y a quelques semaines. Il veut rassurer la France et également les autres alliés. Les 2 heures d'entretien d'aujourd'hui ont été consacrées à la préparation du sommet des 12 à Dublin samedi. Il y aura un thème majeur qui n'est plus l'unification de l'Allemagne, thème précédemment prévu, mais bien la construction politique de l'Europe qui était contenue dans la proposition commune Kohl-Mitterrand dans une lettre le 19 avril. Bien entendu, les autres sont d'accord, ils l'ont dit, mais évidemment c'est sur les détails qu'il faudra négocier. Après des mois et des semaines de brouille, des hésitations, des reproches, des récriminations, on arrive maintenant à une période d'optimisme. Une autre Europe agit en ce moment, celle des agriculteurs par exemple, qui se retrouvent sur un même terrain, celui des revendications. 3 années consécutives de gel des prix, des taxes régulières sur le lait et les céréales pour réduire les excédents, autant de motifs de mécontentement que les agriculteurs ne veulent plus passer sous silence, résultat des manifestations en Europe et dans toute la France pour faire pression sur le marathon agricole de Bruxelles. Samuel Costa. Les 9 millions d'agriculteurs européens sont en colère. Ils ont manifesté un peu partout, comme ici en Allemagne de l'Ouest, où, au problème de baisse de revenus, s'ajoute la peur de la concurrence des agriculteurs de la RDA. En France, les premières manifestations ont eu lieu en Mayenne devant la préfecture. Dès hier soir, 300 agriculteurs ont muré l'entrée de la préfecture et élevé le mur de l'incompréhension. À Bordeaux, des jeunes agriculteurs du CDJA ont pris d'assaut un train avant de le maquiller de slogans, ce qui a provoqué quelques retards. Et à Lyon, l'aéroport de Satolas a été bloqué toute la matinée par des tracteurs. Des vols ont dû être annulés. Les manifestants ont ensuite bloqué l'autoroute. À Amiens et dans tout le département de l'Oise, des opérations escargots ont bloqué la circulation de plusieurs nationales, notamment en direction de Rouen, où plus de 100 tracteurs ont bloqué le trafic. On fait ça gentiment, là, on bloque ces routes là, pendant 2 heures, de 10h à midi, et ensuite on rentre chez soi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on va déposer une motion chez le préfet, ça fait rien du tout. À Toulouse, même scénario, opération escargot et 1 heure d'explication aux automobilistes. Raymond Lacombe est venu en personne appuyer l'opération. Faire une autre politique agricole, c'est ça qu'on demande aujourd'hui. Car 6 ans maintenant de remise en cause de la politique agricole commune, cela suffit. Il faut revenir l'espoir aux agriculteurs européens dans l'ensemble des 12 pays de la communauté. Reste à savoir si les ministres vont céder à la pression. La réponse viendra de Bruxelles. Grogne également chez les fonctionnaires français, une grogne qui se manifestera demain par une grève d'ampleur nationale. Alors, au centre de la polémique, bien sûr, les salaires. De son côté, Michel Durafour affirme que le pouvoir d'achat des fonctionnaires s'est amélioré. Il aurait même progressé de 3,3% l'année dernière. Faux, répliquent les syndicats, qui refusent maintenant d'aller négocier avec le ministre de la fonction publique. Claude Guénaud est allé voir de plus près le bulletin de salaire d'une employée des PTT en région parisienne. Il y a 3 ans, en octobre 87, on était déjà à la veille d'une grève générale des fonctionnaires. Facteur à Meaux, Josepha Poisson nous recevait au bureau de poste pour nous montrer sa feuille de paye. À la suite d'une année noire, sans aucune augmentation générale et marquée par une hausse des cotisations sociales, en 6 mois, elle avait vu son salaire baisser. 3 ans après, nous sommes allés voir si sa situation s'était améliorée, comme l'indiquent les chiffres du gouvernement. Ça fait 5660. L'année du reportage, c'est que vous gagnez 5660 francs par mois. Aujourd'hui, le salaire de Madame Poisson est de 6155 francs net. En faisant marcher la calculette, pour tenir compte de 3 années d'inflation, elle aurait dû gagner 6232 francs. Perte de pouvoir d'achat, 78 francs par mois, soit près de 1000 francs par an. C'est peut-être minime, mais c'est quand même important. Parce que moi je vois que je n'économise plus comme avant. Au niveau des loisirs, on ne sort pas, enfin on ne va pas au cinéma très souvent, on ne va pas au restaurant. Le calcul sur le salaire annuel, 80 870 francs pour 89, réduit la perte de pouvoir d'achat à 300 francs sur l'année. La prime de croissance, versée l'année dernière à tous les fonctionnaires, n'a pas réussi à rattraper la hausse des prix. La désindexation des salaires a bien fonctionné. Reste que le pouvoir d'achat global des fonctionnaires a bien augmenté de 3,3% en 89 dans les statistiques. Mais seuls les fonctionnaires ayant bénéficié d'une prime ou d'une promotion ont eu leur part. Ce n'est pas le cas de Josepha Poisson depuis 3 ans. Alors, hôpitaux, écoles, transports ou EDF, la France fonctionnera demain au ralenti. Tout de suite, le point sur les secteurs les plus touchés. Laurence Piquet.
Trafic aérien perturbé. Air France assurera la moitié seulement de ses vols moyens courriers, mais la totalité de ses vols long courriers. Air Inter annonce l'annulation de 45% de ses liaisons. À la SNCF, 2 trains sur 3 circuleront dans la banlieue parisienne. 1 train sur 4 dans les services régionaux, les grandes lignes, 1 train sur 2 seulement sur les réseaux Atlantique et Sud-Est, trafic normal en revanche sur le réseau Nord-Est et sur les liaisons TGV. À la RATP, pas de pronostic des difficultés prévues en début et fin de journée. Une grève qui devrait particulièrement toucher l'éducation nationale, risque de fermeture des écoles maternelles et primaires. Au PTT, distribution du courrier perturbée. À EDF-GDF, baisse de production et fermeture des guichets. Dans les hôpitaux, le service minimum sera assuré. Enfin, les perceptions et les centres des impôts risquent d'être aussi fermés. Poursuite du débat à l'Assemblée nationale sur la réforme de la Constitution, un débat très confus. Nous avons tenté de comprendre hier dans le 19-20, sans succès. Nouvelle tentative aujourd'hui avec Daniel Sportiello et Philippe Jasselin. Quelle est votre position sur la saisine? Ben, c'est court. Moi, j'en pense rien. C'est un bon projet de loi et je vais le voter. Ah. Les socialistes ont le sourire. Leur projet devait rencontrer des obstacles dès hier, mais la plupart ont été surmontés. Reste encore un obstacle ce soir, celui du renvoi en commission. Une procédure de retardement du texte, d'enterrement, disent les mauvaises langues, qui obligerait Michel Rocard à revoir sa copie. Normalement, il y a un accord de l'opposition pour le renvoi en commission, mais il y en a qui font la sourde oreille. Si le renvoi en commission était voté, non, on a voté. Et des mauvais élèves comme Alain Madelin, il y en a plus d'un. Oh, ça se joue, nous savons bien, sur 8 voix, oui. Quoi. Le calcul n'est pas bien difficile. Hein. Il y a beaucoup de tractations, voire même des magouilles. Oui, pour appeler les choses par leur nom, je crois qu'il faudrait prononcer le mot magouille. Les voix des communistes contre le projet suffiront-elles à faire voter avec la droite le renvoi en commission? En ce moment, on fait les comptes et la réforme pourrait sortir par la grande porte de l'Assemblée. Il y en a qui hésitent, alors on va voir. Mais si ceux qui sont pour, au moment du vote, sont pour, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors attendons. Pour l'instant, ça se présente relativement cool, non? Il y a à l'Assemblée nationale un autre sujet de conversation, l'amnistie, l'auto-amnistie, votée récemment par la classe politique. Il faut croire que cette décision a eu des effets considérables au sein de l'opinion et même au sein de la justice où certains juges feraient par réaction preuve d'une certaine mansuétude. C'est le cas pour 3 juges du Mans, apparemment choqués par la loi d'amnistie. Ils ont demandé la mise en liberté de 10 prévenus. Ces derniers n'avaient pourtant rien demandé. Reportage FR3 Centre, commentaire Jean-Marc Pitt. La magistrature se lance-t-elle à l'assaut du monde politique? Si cette guerre a lieu, 3 juges du Mans en auront été les éclaireurs. Jacques Liberge, Thierry Jean-Pierre et Claude Pétillon ont déposé sur le bureau du procureur 10 demandes de mise en liberté, alors que les prévenus concernés, détenus en préventif pour de petits délits, ne l'avaient pas réclamé. Ils les ont invoqués pour cela, la récente évolution de la notion d'ordre public. À partir du moment où l'on vote une loi d'amnistie qui exonère des poursuites et des condamnations des personnes qui ont détourné des millions de francs, on peut se poser légitimement la question de savoir s'il est utile et opportun de maintenir en détention provisoire des personnes qui ont volé quelques véhicules ou qui ont commis quelques escroqueries, donc des délits mineurs. Ainsi, les juges du Mans font bénéficier de l'application de cette loi de manière indirecte des personnes pour lesquelles elle n'avait pas été votée au départ. Le syndicat de la magistrature approuve donc cette initiative individuelle. Et déjà, elle semble faire tache d'huile. À Béthune, Angers, Rennes, Agen, d'autres juges ont fait part de leur volonté d'imiter leurs collègues. Aucune revendication, mais peut-être seulement la volonté pour une profession d'affirmer l'indépendance dont on avait pu douter. La liberté de fumer en plein ciel est-elle un droit fondamental? Nous avons posé la question ce matin à des juristes. Réponse non. Tant pis pour les fumeurs. Mais oui, c'est officiel. Sur Air Inter, il faudra désormais boucler sa ceinture, éteindre sa cigarette et ne pas la rallumer. Les 2 mois de test sur la compagnie ont fait un tel tabac qu'il sera désormais interdit de fumer sur les vols intérieurs français. Monopole oblige. Reportage Hervé Dino. Depuis 2 mois, les halls d'aéroports français et les salles d'embarquement sont devenus les derniers refuges des fumeurs. On tire goulûment sur sa cigarette, sans doute pour mieux supporter l'heure d'abstinence qui se profile à l'horizon. Nous vous informons que depuis le 1er mars, tous les vols intérieurs de la compagnie Air Inter sont non-fumeurs.
L'interdiction de fumer sur Air Inter fait un véritable tabac. 9 passagers sur 10 se déclarent favorables à cette mesure. Les fumeurs eux-mêmes se montrent conciliants. Avant le lancement de l'opération, ils étaient 64% à accepter cette interdiction. Ils sont aujourd'hui 72% à considérer que sur un vol d'1h30, on peut laisser son paquet de cigarettes dans la poche. Si on a perdu quelques fumeurs, ce que je ne crois pas, on a peut-être gagné beaucoup de non-fumeurs. Et j'ajouterai également que parmi la grande majorité des fumeurs, la mesure a été très bien acceptée. Je trouve que ceux qui fument, ça leur fait pas de mal d'arrêter 1 heure. Je peux tenir 1 heure sans fumer. Tant que le trajet est assez court, ça me dérange pas trop. Si je dépassait 2 heures, là je serais très ennuyée quand même, parce que je suis une grande fumeuse. La mesure d'interdiction est très claire, mais sa mise en œuvre risque d'être beaucoup moins évidente. Si au sol, le commandant peut requérir la force publique pour vous expulser de l'avion, si vous contrevenez au règlement intérieur, en vol, les choses se compliquent. Aucun membre du personnel de bord n'est assermenté, on ne peut donc juridiquement et physiquement vous interdire d'allumer une cigarette. Cela nous promet peut-être pour l'avenir des zones de turbulence d'un genre nouveau. Les autres événements du jour couverts par notre réseau régional et résumés par Valérie Giacomello. Troisième et dernière journée de procès pour les mutins de la centrale de Saint-Maur. Inculpés de séquestration et violence sur agents de l'administration, ils ont dû s'expliquer sur les événements de novembre 87. L'espace d'une nuit, ils avaient pris en otage une dizaine de surveillants. Le tribunal a requis jusqu'à 3 ans de prison. Le jugement pourrait être mis en délibéré. Colère chez les surveillants des Baumettes. Pour protester contre leurs conditions de travail, ils ont installé ce matin un piquet de grève devant la prison. Mais les forces de l'ordre sont intervenues pour assurer le fonctionnement des services pénitentiaires. Cet après-midi, les gardiens ont manifesté dans les rues de Marseille. Paris contre la drogue, une campagne lancée par Jacques Chirac pour limiter l'usage des stupéfiants chez les jeunes. Des panneaux d'information circuleront dans tous les collèges parisiens avant l'été. L'an prochain, la capitale accueillera les 3e journées internationales contre la drogue. Le port de Nantes-Saint-Nazaire bloqué par les grutiers. En grève depuis 3 jours, ils protestent contre la mise à pied d'un de leurs collègues. La direction lui reproche d'avoir pris une journée de congé sans autorisation. Une dizaine de navires attendent déjà d'être chargés ou déchargés. Depuis un mois, ces 2 mouflons sont les compagnons les plus fidèles des gendarmes du Mont d'Or. Abandonnés par leur mère, ils ont d'abord été nourris au biberon avant de découvrir les joies de la montagne. Avant l'été, les gendarmes ont promis de leur rendre leur liberté. Rendons-nous à Monte-Carlo pour le tournoi de tennis que la 3 diffuse chaque jour. Ça va mieux pour les Français. Beaucoup mieux. Victoire en 3-7 pour Guy Forget contre le Suédois Svensson. Et victoire éclair pour Henri Lecomte qui a exécuté avec talent le brillant Mancini. Résumé de la journée tennis sur la 3, Dominique Champeau. On a cru longtemps ici à Monte-Carlo aujourd'hui que Jimmy Arias allait voler la vedette aux Français. Jimmy Arias qui a mené 5-1 dans la première manche contre Stéphane Edberg avant finalement de s'incliner en 2 manches. Mais donc, je vous le disais, Forget et Lecomte auront été ici les 2 héros du jour. Henri Lecomte, qui avait partie difficile contre Alberto Mancini, a fait étalage de tout son talent retrouvé. On l'a vu impérial au filet, malmené. L'Argentin qui avait pourtant remporté le tournoi ici l'année dernière. Puissant au filet, inspiré en fond de court, Lecomte l'emportait 6-4, 6-4. Guy Forget, qui l'avait précédé sur le central, lui aussi avait partie difficile. Il rencontrait Jonas Svensson, qui cette année compte des défaites contre des gens comme Becker ou Agassi, excusez du peu. Forget, restant finaliste malheureux à Nice, et en dépit d'une légère angine, remportait la première manche. Une petite baisse de régime lui faisait perdre la deuxième, et il l'emportait finalement dans le 3e set, 6-1. Demain, Henri Lecomte sera opposé à Andrés Gomez et Forget à Emilio Sanchez. Il y a un mystère dans les relations entre les Français et leur télévision, un mystère qu'on aimerait bien élucider. Les téléspectateurs, dans leur majorité, préfèrent les émissions dites culturelles. Mais pourquoi ne les regardent-ils pas dans leur majorité? C'est une des questions qu'on peut se poser en lisant les résultats d'un sondage réalisé par CSA pour Reader's Digest. Claude Gleman l'a lu.
Selon ce sondage, l'indice de satisfaction à l'égard de la télévision a doublé en 7 ans. La culture, la compréhension du monde occupent une place très grande dans les critères d'appréciation. Ces critères indiquent que la télévision idéale serait la fameuse télévision culturelle, sinon vraisemblablement celle de la détente et des variétés, à moins que ce ne soit celle du voyeurisme, sang et sexe. Le sondage est discret sur ce dernier point, mais indique que 35% des téléspectateurs rejettent la violence. Thalassa, Apostrophe, Océanique, ainsi que L'heure de vérité sont parmi les émissions les plus appréciées. Et l'info également, ils ont évolué. D'abord, ils ont relevé que les journalistes sont plus indépendants aujourd'hui qu'hier. Cependant, ils demandent qu'il y ait un meilleur suivi de l'information et que l'information ne chasse pas l'information. D'autre part, et c'est une nouveauté également, ils demandent une plus grande couverture de l'information de proximité, c'est-à-dire qu'ils veulent plus d'informations locales, en particulier touchant aux activités culturelles et également aux faits divers. Bonsoir Julie. Bonsoir. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Pas très souvent. Et quand tu la regardes, tu regardes quoi? Je regarde des documentaires, mais c'est rare que je regarde les informations. Tu permets que je te tutoie? Oui. Parce que tu n'as que 11 ans. Oui. Alors Julie Dumonteil est le plus jeune écrivain de l'année. Julie, tu viens d'obtenir aujourd'hui le prix Nathan Le Monde, prix Plume en Herbe, pour ta nouvelle que tu as écrite et qui s'appelle Graines de guerre et Fleurs de paix. Alors c'est une très belle nouvelle. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le mot belle soit approprié, c'est une nouvelle un petit peu grave. Pourquoi? Il n'y a pas de traduction là, tu peux me répondre? Tu es ému? Un petit peu, mais j'ai pensé à la guerre, surtout parce que ces images m'avaient fait penser beaucoup à la guerre, car elles étaient un petit peu tristes, et puis les enfants étaient toujours seuls, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser petit à petit à la guerre. Alors qu'est-ce qui fait qu'une petite fille comme toi, vivant en France dans un univers plutôt pacifique, écrit sur la guerre comme tu l'écris? Tu as l'air d'avoir vécu des choses très dures. Non, c'est pas vraiment pour ça. J'ai regardé des films en plus il n'y a pas très longtemps, dont Jeux interdits, ça m'a même fait pleurer, c'était très émouvant. Et puis ça m'a fait penser un petit peu à ça, toutes les images un petit peu tristes, la voiture et puis tout ça, donc ça m'a fait penser à la guerre. Tu auras 20 ans en l'an 2001, tu l'imagines comment le monde? Ça, je sais pas trop, en l'an 2001, ça fait pas longtemps. La fin de ta nouvelle est gaie quand même, je rassure les téléspectateurs. Est-ce que tu l'imagines plus gaie qu'aujourd'hui? Tellement. Enfin, de toute façon, j'ai fait une fin gaie parce que j'aime pas du tout les histoires qui ont une fin triste. Donc, j'avais pas envie. J'avais pensé à des fins tristes, mais j'aime pas ça. J'aime pas lire les histoires tristes, alors. Eh ben, tu nous rassures. Tu nous rassures. Merci Julie. Ben, on te propose d'aller là-haut avec Élise, dans les étoiles. Et avec des images exceptionnelles et en direct du déploiement et du largage du télescope Hubble. Si tout va bien, nous devrions les avoir dans un instant. Une manipulation très délicate qui est effectuée en ce moment même par l'équipage de Discovery, mais une manipulation qui est en train de réussir. Nous devrions avoir les images dans quelques secondes, je l'espère. Des images de l'espace, les voilà. Daniel Durandé. Fausse alerte tout à l'heure à bord de Discovery, car après avoir extrait à la perfection le Space Telescope de la soute de la navette, on avait diagnostiqué un mauvais déploiement des panneaux solaires. Un véritable coup dur qui aurait demandé la sortie dans l'espace de 2 astronautes pour tenter de réparer la pièce défaillante. En fait, tout va bien actuellement, mais cette fausse alerte fait que le largage du Space Telescope n'aura certainement pas lieu dans quelques minutes comme prévu, mais une orbite plus tard, c'est-à-dire à 21h37 heure française, au-dessus du golfe du Mexique. Actuellement, c'est normal, tout contact électrique a été coupé avec le télescope, qui vit désormais sur le courant de ces panneaux solaires, et au sol, on procède aux dernières vérifications techniques avant le largage. Ensuite, Discovery et le Space Telescope orbiteront pendant 48 heures, à une 60aine de kilomètres seulement l'un de l'autre, le temps de s'assurer une dernière fois du bon fonctionnement du télescope, qui commencera alors sa fantastique mission pendant 15 ans dans l'espace. Du rire ce soir après la classe avec Michel Boujna et de la culture avec Christine Bravo. À 22h le soir 3, le prochain rendez-vous avec l'information présentée par Marc Hautemont. Et tout de suite la météo de Michel Touré. Bonsoir, à demain. Bonsoir.